Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. L'heure est grave. Aujourd'hui, nous allons éventrer le boa. À chaque fois, quand on trouve dans des circonstances où il y a une polémique sur quelqu'un ou sur quelque chose, il faut soulever les lièvres. Alors, nous avons avec nous un homme de qualité qui va nous parler de cette polémique qui entoure la vie de Mama Sifa, celle qui s'est dit la mère de Joseph Kabila. Alors, cet homme qui a la matière va nous expliquer qui est Mama Sifa, déjà, ses origines, si réellement cette femme est la mère de Joseph Kabila, et d'où elle vient cette femme qui est arrivée, comme on dit toujours, elle est tombée comme un cheveu dans une soupe. Alors voilà, je suis avec Monsieur Shabani bin Ramazani, Jacques, qui va nous parler de cette vie. Et cet homme est un intellectuel averti. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de la rue, c'est une personne qui a des références. D'aucun pourra contredire ses propos. Et, au moment où on est en train de faire cette émission, je pense que les gens qui sont de l'autre côté vont trembler. Pourquoi? Parce qu'il détient la boîte de Pandore. Alors nous allons bien entendu ouvrir cette boîte de Pandore avec monsieur Shabani. Bonsoir monsieur Shabani. Bonsoir monsieur Bongo. Je vous serre la main parce que en vous serrant la main, je dis tiens, le patriotisme va aller de l'avant parce qu'on va découvrir les choses aujourd'hui. Merci à vous de consacrer votre temps avec Afrique Rédaction pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est réellement, qu'est-ce qui se passe, ces boires autour de la RDC, cette souffrance que le peuple est en train de vivre avec des gens qui sont complètement inconnus et aujourd'hui se disent congolais. Alors, parlons brièvement de vous, votre cursus, hein, je ne vais pas parler de carrière, hein, votre cursus. Moi, je suis de formation ingénieur en télécommunication. J'ai fait toutes mes études universitaires à Kinshasa et j'ai fait un parcours également dans des grandes universités pour suivre des formations très spécialisées, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, à l'Université de Columbia. J'ai passé beaucoup de séminaires là-bas. Alors, j'ai eu à me familiariser avec beaucoup de grands cerveaux, tels que Zbigniew Brzezinski. Celui qui a fait le grand échiquier, le livre qui parlait de la théorie en fait, de créer la diplomatie par le désastre, oui, par la terreur. Un grand professeur d'économie, un grand stratège, que ce soit à l'Université de Columbia, que ce soit à la Pentagone, que ce soit à la Maison Blanche sous Carter. Donc voilà les personnages auxquels je fais référence. C'est un avocat d'ailleurs. Hein? Oui, tout à fait. Alors, ce sont ces personnages-là qui font que ils ont modélé ma manière de voir la démocratie, ma manière de voir la République par rapport à notre pays. Et c'est pourquoi nous nous sommes assemblés pour pouvoir créer quelque chose, une dynamique, il y a de cela 11 ans, mais qui ne parle pas à la télévision, ni à la radio, ni à la presse écrite, mais nous parlons dans des séminaires pour former les cadres, l'élite, parce que nous avons estimé que la politique se fait par l'élite. L'élite, ce n'est pas seulement un universitaire, ce n'est pas seulement un intellectuel. L'élite, ce n'est pas seulement quelqu'un qui dispose d'un diplôme important. Même un pousse-pousseur peut être une élite. Même un porteur de bagages, un bagagiste, il peut être une élite et faire la politique. Parce que la politique, on peut justement être formé. C'est un art et c'est une science en même temps. Donc on peut l'exercer comme art. On peut l'exercer comme science également. Alors vous voyez, c'est des compléments, c'est des choses une fois complet, ça fait de quelqu'un quelque chose, un homme d'État. Alors j'ai assumé certaines fonctions au niveau du pays, parce que d'abord j'ai commencé ma carrière au niveau de PTT.
ingénieur au bureau d'études, directeur, sous-directeur, directeur du bureau d'études. Je suis monté dans les cabinets politiques comme conseiller, directeur de cabinet du ministre PTT. J'ai incarné le PTT pendant au moins une vingtaine d'années, où j'étais même presque considéré comme le négociateur de tous les projets d'investissement qui ont eu lieu au Congo dans les domaines de l'infrastructure. Même les installations de télécommunications par satellite, tout ça, je suis parmi ceux-là qui ont été à la base les pionniers. Et j'ai négocié auprès de la Banque africaine du développement avec des grands économistes. La BAD. La BAD à Abidjan plusieurs fois, à la Banque mondiale plusieurs fois, ici à la Caisse française de développement, ici j'ai négocié. Tout à fait. J'ai été en Belgique, j'ai été aussi à la Kreditanstalt-Bank de l'aggravation de l'Allemagne, qui est une banque du développement qui finance les différents projets. Donc j'ai fait presque le monde entier, l'Afrique, je la connais. Au niveau des institutions africaines, j'ai été dans plusieurs conférences où je suis cofondateur de l'Union panafricaine des télécommunications qui avait son siège à Kinshasa. Et vous étiez aussi directeur de thèse aussi. Oui, tout à fait. Alors, cette union qui a été créée par une résolution des chefs d'État de l'OIA à l'époque, l'Union africaine, c'était en février 1975 au sommet de Kampala, et où nous étions là-bas. J'étais dans la délégation congolaise pour les questions techniques des télécommunications. Alors nous avons décidé qu'on crée une union panafricaine qui doit justement régenter toutes les télécommunications au niveau du continent. Et il y avait des unions sous-régionales qui existaient comme l'IAPT, l'Union africaine des postes et télécommunications, qui dépendait de l'ex-OCAM, Organisation commune africaine, malgache et mauricienne, à laquelle le Congo n'appartenait pas. Donc c'était des pays de l'ex-colonie française. Mais nous étions comme des observateurs là-dedans. L'Union africaine des postes et télécommunications. Et j'ai conduit toutes ces délégations, que ce soit à Kigali, que ce soit partout, tout ça. Et j'ai été à Addis Abeba plusieurs fois, à la Commission économique pour l'Afrique, à la décennie de transport et communication, qui a eu lieu en Afrique en 1979. J'ai été là-bas. C'était un grand projet qui a été décrété par les Nations Unies, une résolution des Nations Unies pour stimuler le développement économique, de l'Afrique par l'infrastructure des transports, des télécommunications, et ainsi de suite. Et ceux qui me connaissent, ils peuvent en témoigner également. Et j'ai ce parcours-là, dont je ne m'invente pas. Et j'ai mis à la disposition de mon pays ce savoir. Lesquels savoirs je réalise qu'en ce moment, avec le système politique qui a existé, j'ai un déficit moral pour le moment. Un déficit moral qui me pousse à un regret. Qu'est-ce que j'ai fait pour le Congo? Qu'est-ce que vous avez fait pour le Congo? Aujourd'hui, on va le savoir, c'est que vous allez faire pour le Congo aujourd'hui. Mais brièvement, vous allez parler de votre parcours en étant gouverneur de la ville de province de Maniema, pardonnez-moi, et nous dire brièvement, en 2 minutes, parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps, pour parler de ce Madame Sifa. L'énigme Sifa. En fait, quand l'AFD a commencé, je me trouvais à Bukavu le 29 octobre 1996. J'étais à Bukavu. Je faisais les affaires. J'avais des concessions minières au niveau du Sud Kivu, à Calais précisément, où j'exploitais la cassiterite et les coltans, et je l'exportais avec certains sociétaires comme Kotecha vers l'extérieur et d'une manière officielle. J'ai eu peur que vous soyez parmi le de la RDC qui sont venus, bien entendu, mettre leur grappin sur la richesse de la RDC. J'avais toute une concession de la tourmaline, qui est une matière très importante au niveau de la pierre précieuse.
et de la cassiterite et du coltan au niveau de Nyabiboué, dans les concessions du chef Sangara. Alors parlons brièvement. Vous avez été le beau fonction pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Oui. Parce que le téléspectateur attend pour savoir, connaître l'énigme. Quand l'AFDL est arrivé, j'étais là dans mes concessions. On m'a consulté par les personnages qui étaient autour de M. Kabila, qui sont des amis d'enfance, les Banyamulenge, parce que j'ai grandi avec eux au Kivu, parce que mon père fit un grand commerçant. On va faire une émission sur les Banyamulenge pour connaître leur origine véritable. Là, on en parlera parce qu'on n'est pas encore dans le sujet. Donc, ces amis-là sont venus me voir pour dire, écoutez, vous êtes un des cadres, un des, disons, des patriotes auxquels nous voulons travailler ensemble. Parce que nous sommes venus ici avec notre lutte, l'AFDL. Nous n'avons pas de cadre autour de M. Kabila. Donc, il n'avait pas de cadre. En 1996, arrivé à Bukavu, il n'y avait que M. Kabila lui-même avec Kissa Sengandu, que j'ai compris comme cadre, avec les Banyamulenge. Donc, alors on voulait un agglomérat de oui, et si quand il a dit que c'est un conglomérat par après, il le savait dès le départ. Mais comme lui, il cherchait le pouvoir pour le pouvoir, il a même composé, même avec les diables, pour avoir ce pouvoir. Et c'est ce qui est arrivé à ce que moi, je n'ai pas adhéré à Bukavu, j'ai refusé. Alors vous êtes devenu gouverneur. Voilà. En devenant gouverneur, je suis devenu gouverneur par patriotisme. Très bien. Je ne l'ai pas négocié avec M. Kabila. Ni M. Kabila n'a pas vu ma figure pour aller négocier pour que je sois gouverneur. Ça, c'est bien de le préciser. Ou personne ne peut dire qu'il m'a amené chez M. Kabila. M. Kabila m'a subi par cette démocratie que lui-même a amené comme démarche dynamique de la démocratie directe, parce qu'il avait un pouvoir de fait. Il n'y avait pas de constitution. Il venait, il prenait une ville, une province, il disait, écoutez, ici, comme il n'y a pas d'institution, je vous donne le pouvoir, le peuple, d'élire celui que vous voulez. Donc c'est ça qu'il a appelé la démocratie directe. Alors, il y avait des rassemblements qui se faisaient à Bukavu, à Goma, partout, tout ça. Ils élisaient, les gens élisaient la population. Très bien. Alors, c'est dans ces circonstances-là que j'ai été élu à Kindu, après que le premier gouverneur qui était élu au moment du passage de Kabila Mzee en 1996. Pardonnez-moi, professeur. Oui. Pardonnez-moi, je vous appelle professeur parce que vous avez quand même été maître de conférences et également directeur de thèse de plusieurs étudiants. Les gens vont vous reconnaître en vous regardant. Dites-moi, vous êtes de quelle origine? Je suis congolais d'origine, de la RDC, qu'on appelait hier Zaïre. Aujourd'hui, c'est toujours Congo, la République démocratique du Congo, dans la province du Maniema, qui hier était un district, parce que nous étions dans l'ancienne province du Kivu, qui a été démembrée en 3 provinces. Alors, nous nous sommes retrouvés dans cette province-là. Je suis originaire de la province du Maniema, plus particulièrement territoire de Kabambare. Territoire de Kabambare, qui est un très grand territoire, qui est à plus de 350 km de Kindu, chef-lieu. C'est là où commence la forêt équatoriale. Voilà. Pourquoi j'ai posé cette question, tout en sachant qu'on va aller vers Mama Sifa. Alors, Mama Sifa, elle est de quel courant? Oui, Mama Sifa, au fait, elle est congolaise d'origine, de père et de mère. Vous certifiez? Oui, je le certifie. Je ne peux pas lui contester cela. Elle est congolaise de père et de mère. Parce que son père, je le connais. Comment il s'appelle? Monsieur Mahania. Paix à son âme, il est mort, il est décédé. Oui. Congolais aussi? Congolais. Un grand monsieur. Ses filles est musulman, croyant. Pratiquant? Pratiquant. Avec mes parents. Et Sifa, en 64, pendant la rébellion mouléliste, à laquelle était aussi Kabila Laurent, avec les beignets à Kisangani. Au Maniema, il y en avait aussi, il y avait des tirs attelés partout là.
Alors à Kabambare, il y avait des rois télé, à Kassongo, il y avait des rois télé qui faisaient la rébellion et qui faisaient le pouvoir de facto. Alors en ce moment, Mama Sifa s'est retrouvée dans ces carcans-là, chez sa tante, à Lusangi. Vous connaissez le nom de sa tante? Malheureusement pas. D'accord. Ouais. On continue. Sa tante? Sa tante qui était à Lusangi, parce que son père était dans le village à Mopapaï. Donc c'est au-delà, à presque plus ou moins 17-20 km du territoire de Kabambare, en direction du Sud Kivu. Donc à Penemende là-bas. Vous allez vers Penemende. Donc elle était là, très jeune, chez sa tante. Son père était là. La rébellion éclate. Une fois éclatée, tout le monde était en débandade. Et pendant ce temps, elle était chez sa tante. Le mari de sa tante était devenu colonel d'une armée populaire là-bas, dans cette partie-là du territoire de Kabambare là. L'armée de la rébellion. Alors, elle était là. Son père s'est réfugié en brousse, avec mes parents d'ailleurs, parce qu'ils étaient considérés à cette époque comme une élite de cadres. On les a taxés même de complices avec le gouvernement qui était en place, parce que la rébellion mouléliste, parmi ces échecs qu'ils ont connus, c'est pour venir décapiter les cadres, devenir tout le monde, celui qui n'était pas nationaliste, ou bien avec des conflits au niveau ethnique. Les gens en profitaient pour pouvoir attiser le feu. Alors, c'est dans ce niveau-là qu'ils se sont réfugiés pour se protéger en brousse. Ils sont restés pendant plusieurs années. Alors, elle aussi, elle s'est retrouvée là-bas jusqu'à se retrouver au niveau de Kassongo. Kassongo et Kabambare, c'est à peu près 75 km. C'est un territoire. Kassongo et Kabambare, c'est un territoire. Kabambare, un territoire. Kassongo, un territoire, mais c'est à peu près 75 km entre Wamaza et Kassongo. Bon, Wamaza, c'est une collectivité. C'est ma collectivité à moi, qui est à 75 km avant d'arriver à Kassongo. Donc là, vous arrivez après Wamaza, vous irez maintenant vers le territoire de Kabambare, qui est à peu près à 100 et quelques kilomètres. Alors, on va aller maintenant dans le vif du sujet. Donc, à ce niveau, il s'est retrouvé là-bas, comme tout le monde était en débandade. Elle s'est retrouvée dans les mains d'une certaine dame, d'une grande dame que nous avions connue, notre sœur. Paix à son âme, elle est décédée. Maningo, Sophie Maningo, qu'on a chanté par Loke Jazz. Maningo, mana ya maniema, ya solo. Tu as compris là? Elle était une grande vedette déjà dans la rébellion parce qu'elle aussi, elle était la femme d'un grand chef rebelle. Elle s'est retrouvée aussi en Tanzanie, dans la fuite, ensemble avec Mama Sifa, qu'elle encadrait déjà. Elle était trop jeune en 64. Moi, j'avais plus de 10 ans en 64. De son aîné? Oui, de son aîné d'ailleurs. Et puis, elle s'est retrouvée devant une grande sœur qui l'a prise comme marraine. Et dans la fuite, ils sont descendus vers le Sud Kivu pour se retrouver au bord du lac Tanganyika. Et de là, ils ont traversé parce que la guerre était tellement forte, la pression était tellement forte de l'ANC, l'armée nationale congolaise, avec toutes les forces qui soutenaient le régime de Léopoldville à l'époque. Alors ils ont dit rebrousser chemin pour traverser le lac Tanganyika jusqu'à Kigoma, Ujiji. Et de Ujiji, alors elle s'est retrouvée en Tanzanie, à Dar es Salaam. Et depuis là, j'ai perdu ses traces. J'ai vu pour la première fois quand Laurent Désiré Kabila arrive à Kinshasa. Je n'ai pas douté un seul instant que c'était celle-là, ma sœur. Elle est arrivée même bien en retard, et même en cachette d'ailleurs,
parce que Laurent Kabila ne voulait pas qu'on sache un peu les contours de sa vie privée. Voilà, avec ces petites femmes qui étaient autour. Voilà. Et puis moi aussi, je n'ai pas pris contact directement avec elle. Elle reconnaît que je suis son grand frère. Elle peut, en me regardant comme ça, elle peut demander là-bas chez nous à Wamasa. On lui dira qui je suis. Parce qu'elle est partie trop jeune en Tanzanie, moi je suis resté au pays. Alors, comme elle est partie très jeune en Tanzanie, mais comment... Elle est devenue adulte. Oui, elle est devenue adulte, mais pas avec enfant. Non, moi je n'ai pas vu d'enfant. Je n'ai pas vu d'enfant. Franchement, moi je n'ai pas vu d'enfant personnellement que je peux... Et quand elle est devenue adulte, c'est-à-dire combien de temps, à l'espace de combien de temps? Mais plusieurs années, de 64 jusqu'à vers 96, vous voyez, c'est ça le problème. 64, 96, ça fait quand même un bout de temps. La rébellion de l'AFDL. Alors, mais quels sont les enfants de Sifa aujourd'hui? Qui sont ces enfants? Moi, franchement, quand on me parle de Joseph Kabila et de tous les restes, de Jimon, tout ça, je mets en doute. Alors, vous mettez en doute pourquoi? Quel est l'élément qui vous pousse à mettre en doute en fait que... Je ne suis pas le seul parce qu'au niveau de notre coutume... Sa filiation... Oui, sa filiation, parce que dans notre coutume, l'étranger, quand même, on doit être au courant. C'est cela, dans nos coutumes, c'est comme ça, chez les Africains. On doit savoir cette affiliation-là. Alors, vous allez me parler de quelque chose, pour revenir à Maman Sifa, vous allez me parler de quelque chose, de votre rencontre avec Marceline. Vous savez, Marceline, c'est qui? Oui, Marceline, c'est la maman de Joseph, qu'on m'a présenté à la résidence de Joseph à l'OIA. Moi, je partais à l'OIA le 8 octobre. Le lendemain de mon élection à Kindu, je suis rentré à Kinshasa rapidement pour faire rapport et à Joseph Kabila, qui était le chef d'état-major intérimaire, et à Laurent Désiré Kabila, qui était le président de la République, pour dire telle est la situation qui se passe à Kindu. Avec preuve à l'appui, les journalistes qu'ils ont envoyés là-bas par Moumengi et Didier, qui sont venus avec des reportages, Antenne A, Radio Télé Kinshasa, Télé RTKN, et il y a eu même la RTNC qui a fait des reportages. Chisungo Poncien, lui a fait les reportages pour la RTNC, il est là, il me voit en ce moment, le présentateur des journaux télévisés là-bas à Kinshasa. Alors comment vous avez su que c'était Marceline, la mère de... Bon, quand je suis venu rentrer de Kindu comme gouverneur, j'arrive là-bas, l'audience, on se croise à la montée pour aller à l'OIA. On passait par l'état-major général. On s'est croisé avec le général Kaloumé, Denis Kaloumé, qui venait d'être nommé ministre de la Défense. Oui, la veille. Quand moi j'étais élu là-bas, lui aussi la veille, il venait d'être nommé ministre de la Défense nationale. Joseph Kabila était resté comme chef d'état-major intérimaire. Mais pendant ce temps, avant qu'il soit nommé ministre de la Défense, c'est lui qui l'a encadré, parce que c'était un académicien militaire, lui, Kaloumé. Et c'est lui qui l'a encadré, qui était comme encadreur, quoi. Parce que Kabila, du point de vue formation militaire, mais j'en doute fort, parce que je l'ai vu à Bukavu là-bas, il n'était qu'un civil, un petit jeune, qui était derrière les James Kabarege, qui était derrière les choses, les commandants Dan. En fait, il a commencé son imposture depuis longtemps. Oui, avec les commandants Dan, avec le commandant Boutera. Très bien. Qui sont au Rwanda. Et donc, alors, ils sont arrivés là-bas. Marceline, je les vois comment nous sommes arrivés pour cette audience. Général Kaloumé nous dit non, le chef d'état-major vous attend là-bas. Nous nous croisons en cours de route. Lui, il descendait. Il venait de la résidence du chef d'état-major général. Il dit, on vous attend là-bas par les chefs d'état-major général pour faire le rapport de Kindu. Ils sont montés, arrivés là-bas. Il n'était pas au salon. C'est lui qui connaît les pavillons. Il habitait un pavillon. Au quartier de l'OIA, Organisation de l'Unité Africaine. Ces pavillons-là, quand on entre,
il n'y a pas de guérite, il n'y a pas de bureau où un standardiste peut rester là-bas ou bien pour accueillir les visiteurs. Donc, c'est vraiment en plein air. Alors, ces militaires, ces gardes-corps étaient sous un manguier là-bas. Alors, il y avait la maison qui était à côté. Tout ce qui se passait à la maison, on voyait. Quelqu'un qui quittait le salon, il partait dans une chambre, on voyait. Quelqu'un qui sortait, on voyait. Alors, à l'intérieur de cette maison, il y avait monsieur Numbi, qui était commandant à l'époque. John Numbi, qui était là. Nous, on ne savait pas, nous étions dehors. Mais Numbi était là-dedans, nous, on ne savait pas. Mais c'est Kaloumé qui nous a dit que le chef d'état-major vous attend pour que vous donniez les rapports là-bas de Maniema. Alors, pendant que nous étions arrivés au niveau de son écurie de sécurité, on nous a arrêtés, on nous a dit non, vous attendez, vous venez voir qui? Nous venons voir Afande. On l'appelait Afande. Qui? Joseph. Donc, parce qu'il n'y avait pas de grade. Je continuerai à l'appeler maintenant Afande. Afande, oui. On l'appelait Afande. Alors, Afande, vous voulez voir Afande? Oui, nous venons voir Afande. Alors, les petits qui étaient là, ils me connaissaient parce que je venais tout le temps à l'état-major général, au bureau là-bas. Je connais un petit qui s'appelait Soumialo. Je ne sais pas, il est trop jeune pour qu'il soit le Soumialo de la rébellion là-bas. Je présume que ça doit être peut-être un contemporain de Soumialo qui a fait un enfant qui a donné par qui a donné un nom à son ami, quoi. Ou bien les enfants, cet enfant a pris le nom de Soumialo par snobisme. Alors, donc lui, il me connaissait, il me dit, ah, Mzé, Unakuja, tu viens pour voir Afande? Je dis, oui, un instant, vous êtes avec qui? Moi, je suis avec le vice-gouverneur, qui parle à Moto Norbert. Je suis avec le colonel Mayolo, Luc Mayolo, il est médecin militaire. Je suis avec mon conseiller juridique. Alors, nous voulons voir le chef d'état-major général pour lui faire rapport. Il me semble qu'il nous attend. Elle dit, bon, vous l'attendez, il n'est pas au salon. Il est rentré quelque part dans une chambre. Et quand il sortira, parce que vous ne devez pas justement entrer au salon qu'il vous trouve déjà là-bas. Donc, en principe, par courtoisie, il faudra que c'est lui qui soit là-bas et qui vous reçoive. Nous ne pouvons pas vous introduire avant pour raison de sécurité. Alors, nous, on attendait. En attendant, c'est ainsi qu'avant que le chef d'état-major ne rentre dans les salons, j'ai vu une dame qui est sortie d'une chambre, d'une porte de cette villa-là, pour aller à une autre chambre. Alors le petit, je ne sais pas pour quelle raison, il m'a dit, écoutez, Mzé, on a mon maman qui a Afande. Il m'a dit, ah, tout le monde était stupéfait là, tout le monde, mon vice-gouverneur et tout le monde. Maman qui a Afande dit, oui, c'est la mère d'Afande. Il s'appelle Marceline. J'ai vu une dame là, de taille moyenne, noirâtre. Bon, en tout cas, ce n'est pas géant du genre Tutsi, non, hein, mais une taille moyenne. Hein. Une petite Tutsi. Oui, vraiment, tout à fait. Et puis, on ne pouvait pas voir, parce que les Tutsi, vous les caractérisez par les nez, par je ne sais pas quoi, la morphologie et tout, ça, etc. Mais noir. Il avait cette morphologie. Les teints noirs. On m'a dit, si c'est là, on m'a dit, le nom c'est Marceline. Ah bon, c'est sa mère, elle dit, c'est sa mère biologique. Hein? Tout le monde a pris acte. Et afin de rentrer dans son salon, nous sommes rentrés. Curieusement, nous avons trouvé John Numbi là-bas. Alors, en trouvant John Numbi, on a fait les rapports. Ce jour-là, j'avais trouvé qu'Afande était un peu malade. Il avait une blessure au niveau de la main ici. Il y avait son bras là, il y avait un bibon là. Il était bandé là. Et je lui ai présenté toute ma compassion. Il avait un rôle qu'il a ramené de l'Est. Oui. Je lui ai dit, écoutez, toute ma compassion. Mais en Swahili, je lui ai dit, Afande, naona kama una matatizo kidogo. Ndio nasikia na matatizo hapa, kuna jipu limetoka hapa. Aha. Niko natunza basi. Habari ya Kindu. Alors on a commencé à parler de Kindu. Alors parler de Kindu, mais je vais savoir aujourd'hui, on va passer peut-être un petit dossier de musée. Comment se fait-il que
Afande, je l'appelais plus Kabila, de toute façon je l'appelle jamais Kabila, Afande Kadogo, comment se fait-il que ces garçons se reposent sur Mama Sifa? Quel est le secret? Dites-nous aujourd'hui quel est le secret. Qu'est-ce que détient comme secret cette femme? Le secret d'abord, Mama Sifa venait, il était à Lubumbashi. Mzee ne voulait pas qu'elle soit à Kinshasa. Elle était restée à Lubumbashi. Elle venait pendant que Mzee était au Palais des Marbres. Elle venait à Kinshasa en cachette. Elle habitait sur l'avenue Kalemi, à la Gombe, à côté du centre d'accueil protestante. Il y a des buildings qui sont là, c'est là où elle habitait, non loin du casier judiciaire. Elle avait un appartement là-bas. Elle était déjà en contact avec Joseph. Et si elle venait là-bas, c'était Joseph qui la faisait venir là-bas. Alors, je ne sais pas quelles étaient les relations. Mais alors, moi, je vais essayer d'éclairer votre lanterne. Il y a eu un moment où Mzee Kabila a fait arrêter Mama Sifa et Afande Kadogo. Qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, bon, vous savez que l'État avait fait son rapport. Parce qu'en fait... L'État, le militaire. Non, l'État, ce n'est pas un militaire, c'est un civil, l'administrateur général de l'ANR. Voilà. Il avait fait un rapport pour expliquer les complots qu'il y avait. Parce que Mzee... Qui était ourdi pour tuer. Oui, Mzee Kabila voulait fêter l'anniversaire de Lumumba le 17 janvier à Lubumbashi. Vous comprenez? Il voulait lui donner un faste ce jour-là à Lubumbashi. Je ne sais pas pour quelle raison. Alors, c'est ainsi que l'État a fait son rapport pour dire, écoutez, président, il y a un complot ici, on va vous tuer. Voilà ce qui se prépare. Un coup d'État et puis vous serez assassiné. À Lubumbashi? Non, à Kinshasa, au Palais des Marbres. Laurent Kabila a pris le dossier. Il a dit, bon, écoutez, bon, ça va. Mais faisons tout pour que nous prenions ces gens-là, la main dans le sac. À Lubumbashi même. Comme nous sommes au courant, nous allons les prendre, la main dans le sac. Comme nous sommes au courant, nous allons les prendre. Ça, c'est sa technique à lui. Les comploteurs, c'était? Bon. En fait, déjà, Kabila était déjà arrêté. Joseph Kabila était arrêté déjà à Kimbembe. Par rapport à cette affaire? Oui, par rapport à cette affaire. Sa maman aussi était à Makala. Sa maman Sifa? Oui, elle était à Makala déjà. Ça, je comprends. Sa fausse maman? Oui, tout à fait. D'accord. Elle était à Makala déjà. Parce que Mzee avait déjà pris les dispositions pour isoler certaines personnes qui étaient impliquées là-dedans. Et d'autres, il devrait les prendre à la main dans les sacs. Notamment Augustin Katumba Mwanke, qui était gouverneur à Lubumbashi. Augustin Katumba Mwanke, c'est lui qui a fait libérer Kabila Joseph de la prison de Kimbembe quand il y a eu la mort de Mzee Kabila. Directement dans l'avion, il l'amène à Kinshasa. Donc il était aussi... Mais comment? À qui profitent les maires des crimes? Vous les verrez, ils sont tous au pouvoir. À qui profitent les crimes? Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Laurent Désiré Kabila, dans sa confiance, disons, dans sa naïveté, il s'est confié à Luecha. Il a dit, Mzee Luecha, kuna complot hapa wanataka watuue hapa. Nasikia wataniua mimi Lubumbashi kule. Wamenipa ripoti hapa na bwana wa ANR. J'ai l'information, l'ANR vient de m'informer. Alors, la fuite est partie de là. Lui, Mzee Kabila avait confiance à son vieux aussi, qui est son vieux, Luecha, qui l'a amené, qui était avec lui dans la forêt là-bas. Il l'a informé. Alors il y a eu fuite à partir de là. Mais Joseph était déjà en prison. La maman Sifa était déjà en prison. Ce que j'ai dit ici, je ne mens pas, je l'ai dit avec beaucoup de courage, de détermination, c'est pour défendre mon pays, pour dire tout ce qui est vérité, puisque les Congolais ne savent pas, qu'ils le sachent aujourd'hui. Et c'est maintenant que nous commençons maintenant le processus de la révélation des vérités. Alors, voilà. Alors, maintenant, à Lubumbashi. Maintenant, quand les autres comploteurs
ils ont appris que nous serons pris là-bas, on a arrêté tel, déjà à Kinshasa et à Kimbembe. Non, précipitons les choses. Donc il faut que le coup se fasse avant les 17. C'est pourquoi il a eu lieu le 16. Précipitamment à Kinshasa. Il faut l'avoir là-bas. À Lubumbashi, comme il est au courant, vous ne l'aurez pas. Et c'est ça qui a été précipité. Alors tout ça, c'est un problème de diamants, il faut le reconnaître. Mzee Laurent Désiré Kabila avait confondu, non pas un faible, mais il avait confondu les affaires d'État avec les commerces. Donc un trafiquant. Un petit trafiquant. Exactement. Il est mort comme il est venu. Il voulait faire les diamants et il faisait les diamants avec son ami Kazadi. Vous comprenez le problème? Qui était son conseiller spécial. Kazadi Nyemwe. Oui, tout à fait. Tu comprends le problème? Je le connais. Et ils sont tous de la Tanzanie là-bas. En termes swahili en Tanzanie, on les appelle les Jambazi. Jambazi, c'est-à-dire, c'est comme, disons, quelqu'un qui vient, il dérobe quelque chose et il vous tue et il part avec les butins. Jambazi en Kiswahili. Jambazi, c'est-à-dire, c'est quelqu'un... De pirate, quoi. Un pierre. Voilà, exact. C'est des formes de pirate, quoi. Oh, c'est ça les noms qu'on le connaît là-bas en Tanzanie. Alors comment, alors l'histoire de diamants, qu'est-ce qui s'est passé? Les diamants, là, ce n'était pas la première fois. C'était la deuxième ou la troisième, la quatrième, énième fois qu'on lui amenait les diamants. Tout est consécutif à quoi? Quand il avait saisi les diamants de Ngoï Kassanji. Quand il est arrivé au pouvoir, il se croyait se permettre le tout. Donc, il 350 carats de Ngoï Kassanji. Oui, non, je prends. Il a séquestré ça, il a mis ça au niveau du palais de Marne. Oui, pour attendre les réactions. Mais or que ce monde de diamants est tellement organisé, bien ficelé, alors il y a eu des réactions au niveau de la filière diamantaire du monde. Il a lâché après quelques mois. Alors c'est là où il a eu le goût du diamant. Donc il y a l'argent ici. Ils ont commencé à faire là. Donc un petit trafic à la tête de la RDC, remplacé par un imposteur. Tout à fait. Et puis, maintenant, ses ennemis ont eu raison sur lui. Quand il s'est défait avec les Rwandais, les 2 août, quand il les a chassés comme des vanipiers là, ils sont partis à Manu Militari, à Kinshasa là-bas. Avec l'avion embarqué. Oui, tout ça, d'autres aussi étaient là, mais c'était terrible. C'était à Kinshasa, c'était la débandade, des tueries, des morts, tout ça. On se rappelle. Oui, donc, heureusement que il faut reconnaître que c'est un peuple bien organisé aussi, les Tutsis. Ils avaient déjà pris toutes les dispositions, d'autres dans des ambassades, d'autres à Brazzaville, d'autres ils étaient déjà partis. Le Bizi Makara, il n'était même plus là. Oui, bien sûr. Avec 3 milliards qu'il devait payer. Oui, mes amis Banyamulenge, à qui j'ai visité, la veille, ils ne m'avaient pas dit. Je suis allé là derrière, ils habitaient derrière le palais de la justice là-bas. Je parle ici de Runyambu Norbert, docteur Runyambu Norbert. Disparu de la nature. Oui, disparu. J'arrive là-bas, je ne trouve que quelques officiers Banyamulenge là-bas, qui sont là, confiés. Je les pose la question, mais ils ne me disent rien. Mais eux, ils étaient déjà bloqués. Ces gens-là n'ont pas réussi à fuir là-bas. Je crois qu'ils ont été exécutés, ces gens-là. Alors qu'est-ce qui s'est passé alors, après? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, l'heure approche. Il y a une chose... ses adversaires ont eu raison sur lui en prenant les diamants comme appât. Et il lui a envoyé les diamants. C'était la énième provision, la énième livraison des diamants. La dernière, voilà. Et il payait au cash. Ces jours-là, Mota était dans les bureaux, en audience. Mota, c'est le conseiller économique du président de la République, au cabinet du président de la République. Tout le monde connaît Mota. Bien sûr, tout le monde. Il a été arrêté puis relaxé. Il était là en audience, regarde le travail. Et puis le petit Rachidi, qui connaissait cette filière de diamants, va informer le Mzee Kabila que non, votre client et celui qui vient avec ces histoires. Ah bon, Mota, garde un peu la salle d'attente. Il sort, il traite là-bas et c'est comme ça qu'on a tué là-dedans Mzee Kabila. Alors qui l'a tué?
là, mon frère, quand on fait en criminologie, moi je ne suis pas criminologue, mais les grands spécialistes que j'ai côtoyés, ils disent toujours que lorsqu'ils font des enquêtes, ils arrivent toujours à ficeler à qui profitent les crimes. Quand vous voyez à qui profitent les crimes, parce que au lendemain de l'arrivée de Joseph Kabila à Kinshasa, lui-même est allé libérer sa maman, Sifa, de la prison. Lui-même, Anthony, il est parti directement. Quand Katumba Mwanke, Augustin l'a amené par avion à Kinshasa, arrivé à Kinshasa, d'ailleurs, l'avion a été empêché d'atterrir. Voilà, mais comme de ce côté, il y avait les Sapende qui empêchait le... Voilà, et puis comme Kinshasa était quadrillé, divisé en deux secteurs. Le secteur ouest, c'était les Angolais. Secteur ouest, c'est du côté de la ville. C'était les Ougandais? Non, côté de la ville, jusqu'à l'état-major général, Binza, tout ça. Mais côté de l'est, c'est l'aéroport à partir de la rivière Njili. Jusque là, Massina, Kinkole et tout ça, c'était les Zimbabwéens. Les Zimbabwéens, c'est Mugabe, l'ami de Kabila. Tu comprends le problème, le Mzee Kabila. Alors, maintenant, le problème se posait comment l'avion doit atterrir. Il y a eu des disputes d'abord là-bas. Avec ce fameux communiqué là d'Edi Kapend, qu'il a appelé les Luecha, il a appelé les Gaëtan, il a appelé tout ce monde-là qui était à côté de Mzee pour les faire part de la situation de la mort qu'il venait de voir. Parce que c'est... Donc c'est Rachidi qui est venu justement l'informer dans son bureau. Parce que le bureau d'Edi Kapend se trouve en face du palais des Marnes. Lui était en audience, il ne savait rien. Mais quand Edi Kapend, parce que les meurtriers, quand il a tué Mzee Kabila, il est sorti, il a hypnotisé, donc il a fait réveil Rachidi en lui demandant de ne pas entrer. Le président va t'appeler. Si tu entres maintenant, il est en train de faire ces histoires-là. Et tu risques d'avoir des problèmes. Mais il va t'appeler. Reste là. C'est pour qu'il ait le temps de fuir. Et les véhicules étaient stationnés en bas de la rue là-bas. À côté de la rue qui était en diagonale. Voilà, l'avenue des 18 parcelles. Qui ramène jusqu'à le... Oui, un taxi. Le type est sorti de là. À pied, il est rentré tranquillement. Un type métis là, il est venu là. Non, les noms je connais pas. Mais un métis qui est venu entrer là-bas. Et c'est à ce moment qu'il y avait les Libanais qui étaient dans la paillote là-bas, qui sont morts comme ça innocemment. Ils attendaient une audience chez le chef de l'État. Et un général qui était dans les environs, quand ils se sont aperçus que le président était mort, ils ont le nom de ce métier-là, parce que moi je connais les noms des métiers. Pourquoi vous ne voulez pas dire ce nom-là? Mais quand les enquêtes seront... Non, mais dites-nous le nom de ce métier qui occupe un poste important en RDC. Oui, ils sont là. Qui a un nom? Ils s'occupent tout ça. Ils se sont distribués. Vous m'avez dit les noms en aparté, donc en privé, en off. La personne occupe un poste important en tant que gouverneur, vous savez, dans une ville en RDC. Et tout le monde doit savoir qui est cet homme. Ici, nous sommes en train de faire des grandes révélations. C'est un gouverneur. D'une manière générale. Alors, dites-le nous son nom. D'une manière générale. Moi, je ne veux pas le dire, sinon je dis que j'ai fabriqué le nom. Non. C'est-à-dire que... Parce qu'il avait des problèmes en Zambie, c'est cet homme. Oui, sûrement. Il avait des problèmes en Zambie et il a fait sûrement. Donc, voilà la situation qu'il y a là-bas. C'est que nous faisons les choses d'une manière globale ici. Ceux qui chercheront... Donc c'est le métier qu'il a tué à l'intérieur. Oui, à l'intérieur. C'est lui. Il a tué comment? Expliquez-moi comment ça s'est passé. Après avoir fait les transactions de diamants, et puis il s'est levé, il a tué. Et Mzee n'est pas tombé devant, en face de lui, ni derrière, mais il est tombé sur la... Donc il était sur le côté, il regardait les diamants en même temps que lui. Oui, c'est cela quand il regardait les diamants. On ne l'a pas trouvé la tête baissée ou bien la tête inclinée par derrière. Non, il était sous les flancs. Donc on l'avait tiré une balle là-bas qui a atteint les nerfs névralgiques. Qui c'est qui l'a envoyé? Bon, ce sont ses ennemis qui lui ont envoyé parce qu'il savait, on doit l'attraper à partir des diamants. Ils cherchent les diamants, prenons les diamants comme appât. C'est ça qu'ils ont fait. Donc il a été pris dans son... Il est mort les 16 là, les 17 là c'est faux. Les 16...
Et puis, on l'amène à Ngaliema, on dit qu'il est transporté en Zimbabwe pour une hospitalisation. Non, c'était quoi? Non, c'était pour aller justement prendre les empreintes digitales pour ouvrir les codes de la banque, du coffre, oui, où se trouvent les diamants. Parce que Mzee, comme tel, n'avait pas les comptes en banque. Hein. Donc sa fortune était en diamants, en matière précieuse. Et qui c'est qui a pris cette mais c'est lui qui est au pouvoir maintenant. C'est lui qui est héritier. Il se prévaloir héritier. Comment il a ramené un musée à Harare, je crois? Oui, ils ont amené à Harare avec toute la clique des Gaëtan, des Moïse Congolo, et des Hérodia, et des choses, musée Luecha. Ils l'ont amené là-bas. Arrivé là-bas, ils ont fait leur mafia. Une fois terminé, on annonce que, et ça comme c'est l'erreur qu'il avait commise là pour communiquer que Mzee était mort le 17 heures, que c'est de la fausseté, il était mort déjà dès l'instant où il a attrapé la balle. Donc en Ngaliema, là c'était le scénario. Alors c'était seulement pour récupérer ses empreintes? Oui, tout à fait. Pour l'ouverture de son coffre. Le coffre est ouvert et c'est là où il y a la fortune de Mzee. Et c'était récupéré par... Oui, par les soi-disant, entre guillemets, l'héritier qui est là. Bon, l'héritier, celui qui a voulu qu'il soit héritier. Et pourquoi tous ces gens-là sont partis maintenant là? Bon, vous verrez maintenant que quand Joseph est arrivé au pouvoir, à Kinshasa d'abord, la première démarche d'aller libérer Mama Sifa. Lui-même, il est parti en prison. Les prisonniers peuvent le témoigner. Ceux qui sont là, les plus anciens. Vous comprenez le problème? Ils peuvent le témoigner. Il l'a retiré. Personne ne pouvait l'empêcher. Il l'a libéré. Une fois libéré, maintenant la première des choses, il est investi par la clique de son père. Et comment ça s'est passé l'investiture? En fait, en réalité... Non, l'investiture, au fait, je crois que Edi Kapend voulait peut-être s'approprier du pouvoir, mais il n'a pas eu les tacts nécessaires. Il n'a pas eu les stratégies qu'il fallait. En faisant les communiqués, on l'avait déjà soupçonné de prendre le pouvoir. Parce que quand il les a appelés, il est allé s'asseoir sur la chaise où Laurent Désiré Kabila a l'habitude de s'asseoir pour présider les réunions du conseil des ministres ou bien les réunions de ses collaborateurs. Et les autres étaient là. Luecha l'a interpellé, il a dit, mais petit, de quel droit toi tu peux t'asseoir là où le président... En français, en lingala ou en swahili? En swahili. Comment tu peux t'asseoir là où Mzee s'assoit? Et toi tu es qui? Alors il a paniqué déjà parce que depuis l'âge, il était jeune, très jeune, moins âgé que moi. Il a paniqué, manque aussi d'expérience également, de stratégie, et il a voulu faire cette affaire seul. Et je crois qu'il y avait aussi la force des Zimbabwéens. Et Rachidi, là, comment Rachidi a été tué. Comment on l'a demandé de ne pas rentrer dans la salle? Comment Non, il est resté parce qu'il a confiance. Il a dit que si j'entrais là-bas, il va me réprimander. Il va justement me gueuler sur moi. Alors, il est resté, mais fin de compte, il a résolu lui-même d'entrer dans la maison qu'il me réprimande. Entrer là-bas, il a vu le scénario. C'est alors qu'il est allé justement appeler Edi Kapend. Edi Kapend arrive, derrière lui, il voit le scénario. Mota était dans l'antichambre. Tous ces gens-là qui attendaient ne connaissaient rien. Alors, quand il a vu ça, Edi Kapend, je ne sais pas par émotion, par quoi, il a pris une arme d'un garde de corps qui était là. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Quand le sang de quelqu'un coule, tu vois ce que ça fait. Il a pris l'arme, donc il a peut-être présumé que ça doit être Rachidi qui était comploteur ou quoi que ce soit. Il a tiré. Alors là, ce sont les investigateurs, les spécialistes en criminologie qui doivent les découvrir. Il faut que maintenant l'enquête soit poursuivie. Comme la cour d'ordre militaire a été décriée par les organisations internationales des droits de l'homme, au moment où Mzee Kabila était président de la République, il l'a suspendu, il l'a dissous. Et maintenant, ces gens-là, ils sont en prison. Et la condamnation est sans appel. Donc, c'est un tribunal martial, une cour martiale. Dans un pays démocratique,
il faut qu'on réouvre les débats. C'est en réouvrant les débats que Kabila est en train de bloquer. C'est là où se dira toute la vérité. Ces gens-là sont innocents qui sont là-bas. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons à la fin de notre première partie de l'émission. On va continuer cette émission. À qui profite le crime? C'est tous ceux qui sont au pouvoir en ce moment-là qui sont là. Et Kabila arrive au pouvoir, il libère sa Maman Sifa. Il était, lui, chef d'état-major général des forces terrestres. Il nomme général Olenga comme à sa place. Lui, il est président de la République. Il nomme commandant en chef Luecha. Il le fait des grades, il le monte des grades. Lui qui était des grades inférieurs, il est chef de l'État. Il nomme quelqu'un à un grade supérieur à lui au niveau de l'armée. Je ne sais pas si ça s'est fait au niveau de l'hiérarchie militaire. Alors donc, vous voyez que tout le monde se sont distribués les postes. Katumba Mwanke a été rappelé ici pour être conseiller. Et c'est ainsi qu'il a joué un rôle important autour de Joseph. Mais il a été tué aussi. Lorsqu'on mange avec le diable, même avec le long non seulement ça, c'est-à-dire que qui tue par l'épée périra par l'épée. Voilà. Et tout cela, c'est la Bible qui nous le dit et qui ne se contredira jamais. On termine cette émission. Voilà le scénario. Et les investigations vont justement se poursuivre. Pour ceux qui voudront connaître la réalité, la vérité, nous allons pouvoir livrer à des instances appropriées pour donner le nom de tout cela qui s'est passé. Alors, le nom de ce métier-là, vous le connaîtrez. Mais on ne veut pas que je puisse le dire. Vous le saurez de vous-même. On commence. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous avez suivi avec passion. C'est la première partie. Nous allons attaquer la deuxième partie et la troisième partie pour conclure en fait cette série d'émissions concernant les secrets qui entourent le pouvoir de ces garçons qui s'appellent comment? Joseph Kabila. Non, son nom. Ah, mais le nom, c'est. Son petit nom qu'on appelait là, qui n'était pas militaire à peu près. Kadogo, Afande. Afande, voilà. J'avais dit que je ne dirais plus. Commandant Afande. Commandant Afande. Ça dit qu'Afande en Swahili, ça veut dire? Non, Afande, c'est un nom qui n'est même pas un grade militaire. C'est les Swahili de la Tanzanie, de l'Est là-bas, qui signifie un chef hiérarchique. Ça peut être même dans la vie civile. Quelqu'un qui est directeur, on dit Afande, c'est-à-dire Mukurugenzi, donc un responsable, un dirigeant, et même un PDG, on peut lui dire qu'il est Afande. Très bien. Tu comprends le problème, c'est ça, Afande. Quelqu'un qui a un rang hiérarchique, Afande. Alors là-bas, ils nous ont amené ce vocabulaire-là d'Afande en Swahili de la Tanzanie pour dire que bon, alors donc, c'est dire que... Alors, je l'ai terminé en disant simplement que nous allons continuer avec cette émission ô combien passionnante pour la vérité qui va éclater, et cette vérité va nous ramener à avoir la conscience que ce pays-là est dirigé par les étrangers. Voilà, alors la conclusion par rapport à cette mort, en 2 minutes, 3 minutes, dites-nous. Oui, donc ceux qui dirigent actuellement sont à la base de la mort d'Mz Kabila Laurent. Eux-mêmes, il est venu avec eux, c'est eux qui l'ont tué, eux-mêmes qui sont au pouvoir à l'heure qu'il est. Tous qui sont là, qui se sont partagés le pouvoir, en commençant par Joseph Kabila lui-même. Lui-même, en commençant par Joseph. Vous prenez conscience de ce que vous dites? Oui, tout à fait, tout à fait. Je ne peux pas me rétracter. Je l'ai dit en connaissance des causes, j'ai aussi mes éléments d'information. Ben, les éléments, on l'a vérifié, on a vu ces éléments. Mz Kabila a été trahi par les siens. Et il a eu, et ça, bon, vous savez, comme on le dit toujours, qui tue par l'épée périra par l'épée, bon, c'est une mort que Dieu même a prévue. Donc lui aussi, je crois qu'il n'en était pas un qui tuait par l'épée. Alors, et c'est lui qui tue encore par l'épée maintenant, lui, Joseph. Et je crois que sa mort aussi sera de la même manière. Il est au courant. Donc Dieu ne peut pas justement se contredire, il ne se contredira jamais. Il est en train de tuer les gens lui-même. Alors donc, c'est vous dire que... Je comprends bien, le Kaloumé, le Noumi, tous ces gens-là qui étaient... Oui, tu vois que Dieu est en train de régler les problèmes. Quand le sang de quelqu'un coule, vous voyez, des accidents pareils, est-ce que vous pouvez comprendre ça? Si ce n'est que le mysticisme qui peut justement peut-être dévoiler autre chose. Mais lorsque vous êtes dans la philosophie de Dieu lui-même, donc le sang de quelqu'un, en tout cas, il vous poursuivra partout. Alors, très bien. Alors, en conclusion, qu'est-ce que vous direz? Non, Mz est mort injustement par les siens qu'il a amenés. C'est eux qui l'ont tué. Et puis maintenant, cette cour-là a condamné des gens indûment, innocemment, et il y a une cour martiale qui n'autorise pas une révision. Ils ne peuvent pas aller en appel.
Mais ça, c'est dangereux, ça. Comme ça a été décrié par les organisations internationales des droits de l'homme, ça a été annulé à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Alors, il faudra que ces gens-là recouvrent la liberté pour aller maintenant aux instances qui sont démocratiquement, entre guillemets, la Cour suprême, ou bien la magistrature militaire, qu'on essaie un peu de l'étoffer même au niveau international, qu'on sache comment un chef de l'État a été tué. Même pour la mort de Lumumba, il y a eu quand même des enquêtes qui se sont faites, mais pour Musée, je crois qu'ils ont bouclé cette enquête, ils l'ont cloîtrée, ils l'ont justement mis en veilleuse. Donc il faudra, quand ces gens-là vont se pourvoir en appel, on leur donnera l'occasion, et c'est là où moi j'interviendrai. Oui, là vous direz les noms de métis que nous avons. Et les noms de tout le monde, je les dirai. Les noms de métis, moi je les connais. Même les gens qui nous entourent ici les connaissent. Alors je ne suis pas là à dire plus. Il y a une seule chose qui est sûre, c'est une personne qui a le pouvoir en RDC. Merci à vous et à très bientôt.